Interview art, Altina Ribeiro, 3 juin 2023. Bonjour les membres de Clément Chris et les membres aussi, les amis de Altina Ribeiro. Je me trouve à Paris, dans le combien 5e arrondissement, à la librairie portugaise, avec Altina Ribeiro. Bonjour Altina. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, merci. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Parce que je ne le connaissais pas. Ben voilà, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Alors, qui est Altina Ribeiro professionnellement et qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire? Alors, professionnellement, là je suis à la retraite depuis 2 ans, mais j'étais clerc d'avocat. D'accord. L'envie d'écrire m'est venue à travers, parce qu'en fait je voulais partager l'enfance hors du commun que j'ai vécu au Portugal dans les années 60, que je retrace dans mon premier livre qui s'intitule Le Fado pour seul bagage, dans lequel je raconte mon enfance donc, dans mon village, l'immigration clandestine de mon père en 63, notre vie au village sans lui pendant 6 ans, durant lesquels il venait nous voir tous les 2 ans. Et au bout de 6 ans, ma mère lui a dit soit de nous emmener en France, soit de revenir avec nous, vivre avec nous. Et donc il a décidé de nous emmener en France. Et donc je raconte notre immigration également clandestine et notre arrivée dans notre pays d'accueil avec les difficultés que ça a créé. Et puis finalement, après, voilà, moi je suis arrivée enfant, donc je me suis adaptée quand même assez facilement. Et après ce livre, une dame qui a lu... Déjà, la présentation, on parlera des livres. D'accord. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire, l'inspiration? Quels sont les auteurs aussi qui t'ont inspiré? Beaucoup d'auteurs m'ont inspiré, mais ce qui m'a donné plus envie d'écrire, c'est de partager cette enfance que j'ai vécue et que je voulais partager avec mes enfants, par exemple. Parce que parfois, quand on raconte aux enfants, ils ne prêtent pas tellement attention. Et puis un jour, quand on n'est plus là, ils s'intéressent, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Alors moi, j'ai laissé une trace. Voilà, c'est important de laisser des traces, c'est important. Oui, c'est important, bien sûr. Est-ce que pour toi c'est vital aujourd'hui, justement au niveau des traces, c'est vital d'être relié à ses racines? Est-ce que c'est vital? C'est important. C'est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Donc il ne faut pas oublier d'où on vient, effectivement. D'accord. Et puis c'est important aussi pour les jeunes de leur raconter ce qui s'est passé, parce que au-delà d'un livre, une histoire personnelle, c'est aussi une histoire collective. Et c'est aussi l'histoire du Portugal à travers l'immigration clandestine, parce que nous vivions sous la dictature. Donc c'est important que les gens soient conscients des difficultés que ça engendrait et pour pas que ça se renouvelle en fait. C'est pour ça que c'est bien de partager ces expériences. D'accord. Et tu le retransmets à travers tes livres qu'on va découvrir petit à petit tout à l'heure. D'accord. Je te remercie, tu as tout dit? Oui, tout à fait. D'accord. Et on dira un petit mot aussi sur la journée d'aujourd'hui et aussi les projets futurs. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Alors, interview art, Altina Ribeiro, en direct de la librairie portugaise et brésilienne à Paris dans le 5e, parce que je ne me suis pas trompé. Voilà. Alors, Altina, un petit mot sur le Fado pour seul bagage. En quelle année il est sorti et quelle est l'histoire en 2 mots? Alors ce livre, c'est mon premier livre, il est sorti en 2005, mais c'est déjà la 2e édition parce que la première... voilà, il a eu beaucoup de succès, donc raison pour laquelle j'ai fait une 2e édition. Donc je raconte mon enfance au Portugal dans les années 60, l'immigration clandestine de mon père en 63, son arrivée en France dans le bidonville de Champigny-sur-Marne. N'hésite pas, voilà. Également notre vie au village sans lui pendant 6 ans et notre immigration également clandestine en 1969. D'accord. Et donc ce livre a été également adapté au théâtre par une compagnie qui s'appelle Os Tucos. Il y a eu
enfin, il y a eu plusieurs représentations à Paris, à la région parisienne, et 2 mises en scène différentes, qui a eu beaucoup de succès également. Et puis, beaucoup de personnes, quand j'ai fait des salons du livre ou des forums culturels, m'ont exprimé le souhait de le lire en portugais. Du coup, ça m'a encouragée à le traduire en portugais. Donc, je l'ai traduit sous le titre de São Vicente a Peniche. D'accord. São Vicente est... il est juste à côté, oui. Voilà. Donc, São Vicente é o nome da minha aldeia. E é, portanto, de São Vicente a Peniche, é a viagem da minha aldeia até Peniche. Portanto, neste livro conto a minha infância em Portugal nos anos 60, durante a ditadura de Salazar, a imigração clandestina do meu pai em 63, a nossa vida na aldeia sem ele durante 6 anos e a nossa imigração também clandestina em 69 e a nossa vida no nosso país de acolhimento. Gracias. Alors, on arrive sur Alice au pays de Salazar. Alors, juste avant d'arriver sur Alice, déjà la consécration, parce que ton livre sort, oui. Tu écris, oui. Et c'est adapté. Alors quand tu as su que ton livre allait être adapté au théâtre, quel effet ça t'a fait? En fait, j'étais ravie, j'étais étonnée en même temps. C'est le président d'une association portugaise à Fontenay-sous-Bois que j'avais contacté pour présenter mon livre dans cette association. Et il m'a dit oui, bien sûr, je suis très intéressée. Par contre, au lieu de faire une présentation, disons, habituelle, comme nous avons dans l'association un groupe de théâtre qui sont justement à la recherche de textes, je vous propose de confier votre livre à la personne qui met en scène ces pièces et qui s'appelle Susana Joaquim. On la salue. Voilà, et on la remercie. Et du coup, elle m'a contactée pour me dire, écoutez, votre livre nous a vraiment tous intéressés. Ça fait plaisir quand même. Hein. Ouais, il nous a beaucoup émus. Alors on va l'adapter. Et donc, il y a eu plusieurs représentations auxquelles j'ai assisté systématiquement. Et c'était très émouvant de voir ma vie défiler comme ça sur et de voir aussi les réactions des gens. Oui, les gens. En fait, le livre, il est à la fois émouvant et drôle. Et du coup, la pièce de théâtre reflétait vraiment très très bien l'esprit du livre, parce que les gens avaient parfois versé une petite larme, et puis parfois ils riaient. Donc là, sans te couper, tu te dis, mais c'est un pari réussi, parce que même l'émotion, à travers les lecteurs, tu arrives à le faire passer, mais le fait qu'il soit mis sur scène, et les gens pleurent, c'est encore un pari gagné. C'est un pari gagné. Oui, c'est beau. Et puis, c'est surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'échange avec les gens. Et en fait, comme c'est une histoire personnelle dans une histoire collective, les gens se retrouvent. Et c'est pour ça que ça marche bien, parce que les gens aiment bien aussi partager. Ça donne aussi envie aux gens de partager leur histoire. Et d'ailleurs, ça a été le cas de Alice. Donc pour mon deuxième livre, c'est une dame qui a lu mon premier livre et qui a aimé la façon dont j'écrivais, qui m'a dit, qui était à la recherche d'un auteur d'origine portugaise qui puisse traduire quelques pages qu'elle avait déjà écrites en portugais et les développer afin d'en faire un livre. Et du coup, elle m'a envoyé ces pages et son histoire est magnifique, un peu plus triste pour le coup, parce que c'est une immigration différente de la mienne. Elle est venue en France clandestinement, mais à l'âge adulte. Son mari était déjà en France, donc elle l'a rejoint avec son bébé dans les bras. Donc ça a été quand même beaucoup plus dur. L'accueil n'a pas été, parce qu'en fait son mari vivait dans un bidonville et il ne voulait pas que sa femme le voie vivre dans ces conditions-là. Donc quand elle est arrivée, elle ne lui a pas dit qu'elle venait. Parce que si elle l'avait prévenu, il lui aurait dit de ne pas venir. Elle le savait. Donc elle est venue sans l'en informer. Et donc du coup la surprise n'a pas été très bien accueillie. Et donc voilà, c'est une histoire d'immigration différente de la mienne, mais passionnante. D'accord. Et la préface, comment elle a été dessinée? Parce que c'est une très belle couverture. Hein. Pareil que les 3 couvertures, donc celle-là, celle-là et celle-là, comment est-elle dessinée? Qui a décidé de... En fait, c'est le graphiste de l'éditeur qui me propose des choses, et après,
Celle-ci, j'ai adhéré tout de suite. Hein. Ah oui, oui, oui. Ça reflète bien. Ah oui, oui. Ça reflète bien le pays. Oui, ça reflète bien le pays. Parce qu'il y a le vert, le rouge comme le sang, et le noir, ça ressente bien. Et puis j'aime bien l'image de cette femme un petit peu désabusée. Oui, puis un peu enfermée, quoi. Donc oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le titre. J'aime beaucoup le titre. Alice au pays de Salazar, c'est un hommage à Alice au pays des merveilles ou? Oui, en fait, c'est un jeu de mots. J'en doutais pas. Parce que la dame s'appelle Alice, et comme elle a connu des moments douloureux durant la dictature, bah, le titre a été tout trouvé. Et en fait, ça m'est venu, mais spontanément. Dès que j'ai lu ces quelques pages, tout de suite, c'est un titre que j'aime beaucoup et dont je suis fière. D'accord. Parce que c'est pas facile à trouver des titres. C'est pas facile, surtout pour un bouquin, pour se démarquer de l'autre bouquin. Mais j'aurais une question pour toi tout à l'heure par rapport à ça. T'as tout dit? Oui. Sur ces trois. D'accord, je te remercie et on revient sur la suite. Merci. Ouais, voilà. Alors, interview art du 3 juin 2023 avec la librairie portugaise et brésilienne avec Altina Ribeiro. Altina, ça va? Très bien, merci. D'accord. En tout cas, merci pour cet accord et merci pour avoir expliqué déjà les trois premiers. Donc là, maintenant, on va aller sur les trois derniers ouvrages. Plus une participation et on finira sur l'événement qui arrive. Et déjà, on fait ces trois-là. D'accord. Je coupe et après on fera les deux autres. Ça te va? Entendu. Alors, 3 notes pour un... 3 notes de blues pour un fado. Pour un fado. Alors, je laisse prendre le livre. En fait, c'est la biographie d'un ami musicien qui s'appelle Daninger dos Santos. D'accord. Qui a lu mon premier livre et ça lui a donné envie de partager également son histoire, de laisser une trace. Et donc, on l'a écrit à 4 mains et on y raconte l'histoire de ses parents, donc qui ont immigré également en France. Et puis son histoire personnelle et professionnelle, en fait son envie dès l'âge de l'adolescence de faire passer ses émotions à travers la musique et les textes qu'il écrit, puisqu'il est auteur, compositeur, interprète. D'accord. Et puis les rencontres musicales qui ont jalonné son parcours. Et voilà. Et c'est sorti en quelle année? Alors ça, c'est sorti en 2016. 2016. D'accord. Voilà. Donc on revient juste en arrière. Alors celui-là, il est sorti en quelle année? 2005. 2010. 2010, d'accord. 2011. 2011. 2016. 2016, d'accord. Voilà. Alors, quand il t'a approché, parce que bon, c'est encore une consécration, c'est encore, tu te dis, voilà, mon livre a de l'intérêt à toucher une personne. Donc le fait de toucher un public, que ce soit un public général, public, ou un public donc de l'art, un artiste. Donc, raison de plus un artiste, quand tu touches un artiste, qu'est-ce que tu dis dans ta tête? En fait, j'étais très touchée parce que c'est quelqu'un que je connais bien, que j'apprécie beaucoup. C'est une très belle personne, très généreux, qui a une belle âme et j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup sa musique. Et le fait qu'il m'ait demandé d'écrire son histoire, ça m'a fait très plaisir, vraiment. Et ça a été un très beau moment qu'on a partagé ensemble, le fait de l'avoir écrit. D'accord. Je te remercie. Alors là, on va sur Dona Zizina. Zezina. Alors, la conception de ce bouquin, déjà, en quelle année il est sorti? Alors, celui-là est sorti en 2017. 2017, d'accord. Voilà. Et en fait, c'est encore quelqu'un qui a lu mes précédents ouvrages. Et ça lui a rappelé des moments qu'il a également vécu. Des moments difficiles parce qu'en fait, il était le fils de l'institutrice. Et à l'époque, les institutrices au Portugal étaient très très sévères. Alors il faut préciser que le Portugal était sous la dictature. L'enseignement était plus utilisé, surtout l'enseignement primaire, pour faire la propagande de la dictature. Les professeurs étaient un peu formatés aussi pour cette propagande, pour avoir des idées similaires à celles du régime en place. Et ce qui était le cas de cette dame qui s'appelait donc Marie et José,
que tout le monde appelait Zezinha. Et quand elle est devenue prof, voilà, on a continué, on a appelé Dona Zezinha. D'accord. Et donc. Et pourquoi Dona? Pourquoi Dona? Alors, Dona, en fait, c'est un préfixe qu'on met devant le nom pour quelqu'un d'important. D'accord. Voilà. Parce que ça me rappelle Santa Barbara, les fêtes comme ça, Dona, et toujours Dona. Oui, c'est ça. Et je me demandais, mais pourquoi Dona? Pourquoi? Ça donne de l'importance, voilà, c'est pour dire vous êtes quelqu'un de... Oui, ou comme pour les messieurs, c'était Don. Oui, c'est ça, voilà. C'est ça, tout à fait. Donc ça a une valeur noble, alors. Complètement. Et dans les villages, comme il y avait peu de gens instruits parce qu'il y avait la dictature, sous la dictature, la population souffrait d'analphabétisme et donc il y avait peu de gens qui avaient la chance de pouvoir étudier et du coup on donnait encore plus d'importance aux personnes qui étudiaient et puis dans les villages il y avait beaucoup on donnait beaucoup d'importance aux curés puisque la religion prenait une place énorme. C'est pareil, le gouvernement se servait aussi de la religion pour la propagande de la dictature. Et donc, le curé était une personne importante, le maire du village et la prof. La prof, voilà, c'était des gens à qui en fait, on s'adressait à elle le chapeau à la main, quoi. D'accord. Voilà, elle était très importante. Mais au Portugal, juste une petite parenthèse, au Portugal, c'est, parce que j'ai des amis portugais, la religion est très ancrée. Hein. Oui, trop à mon goût, mais bon, après, ça n'engage que moi. En tout cas, pendant la dictature, c'était, ça a permis justement de dominer plus le peuple. Alors, en le maintenant dans l'illettrisme, pour pas qu'il sache trop ce qui se passait ailleurs et pour pas que l'esprit soit ouvert, et puis en même temps, en l'enfermant dans la religion, de façon à inculquer. Voilà. Donc, oui, effectivement. Et d'ailleurs, le Portugal de l'époque, on l'appelait le Portugal des 3 F, Fatima, football et famille. Voilà, ouais, et s'il servait un peu de Fatima, la Vierge du Fatima. Voilà. Pour, donc Fado, Fatima et football. Donc c'était une façon un petit peu de dominer les gens. Les gens, d'accord. Alors on arrive sur ton dernier ouvrage qui est sorti en 2000... Alors celui-ci, il est tout chaud, il vient juste de sortir. Ah ouais. C'est la version portugaise de celui-là. D'accord, voilà. D'accord. Et donc, et en fait, donc dans ce livre, je raconte le parcours de cette institutrice-là, qui m'a été raconté par son fils, qui suivait sa mère, parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'enfants dans les villages, malheureusement, comme il n'y avait pas assez de professeurs, il faisait appel à des anciens élèves qui avaient eu le certificat d'études avec mention, et on leur proposait une formation pour être prof. Et ce fut son cas. Et en fait, ces professeurs étaient amenés à enseigner soit pour remplacer un prof absent, soit pour enseigner dans des petits villages où il n'y avait pas de structure et où de nouvelles structures étaient créées. Et donc, cette dame allait de village en village. C'était une sainte, un peu comme une sainte. Elle était considérée comme une sainte. Comme une sainte. Enfin, elle était quand même assez sévère avec les élèves, elle était très exigeante et encore plus avec son fils, d'où le fait qu'il en ait beaucoup souffert. Et voilà, et donc, mais par contre, malgré le fait qu'elle appuie la dictature, quand son fils a eu l'âge d'accomplir le service militaire, elle a changé son fusil d'épaule et elle l'a envoyé clandestinement en France parce que à l'époque le service militaire vous envoyait systématiquement faire les guerres coloniales en Afrique, donc Mozambique, Guinée et Angola, qui réclamaient leur indépendance. Et Salazar ne voulait pas perdre son empire, donc il envoyait les soldats se faire tuer. Et donc là, son cœur de mère a parlé et elle a tout fait pour qu'ils viennent en France pour échapper au service militaire et à la guerre. D'accord. Donc on les envoyait très tôt, les jeunes, hein, au service militaire. C'était à 21 ans, quand ils étaient majeurs. Et alors, quand ce livre est sorti, je suis allée avec Carlos Alexandre, donc l'ami qui m'a raconté l'histoire de sa maman. Il m'a fait découvrir sa région que je ne connaissais pas. Donc c'est la région entre Guarda et Sabugal, au centre du Portugal et au centre-est.
Et j'ai découvert donc le village où il est né et certains villages où a enseigné l'institutrice. Et on a rencontré des anciens élèves de cette institutrice. Ah ouais. Et du coup, comme on était déjà en train de préparer la version portugaise, je me suis dit, bah, au lieu que ce soit juste une traduction portugaise, on va annexer les témoignages de ces élèves à la fin du livre. C'est une bonne idée. Voilà. Et du coup, là, j'avais rencontré trois élèves et ça m'a donné envie d'en rencontrer d'autres. Alors, j'ai contacté la mairie de Sabugal, la mairie de Guarda. J'ai fait aussi des recherches dans les démarches sur les réseaux sociaux en demandant. Et j'ai eu des personnes qui m'ont fait des retours et qui ont accepté de témoigner également. Et puis, comme il est question de la guerre coloniale, j'ai aussi interviewé un monsieur qui a été formaté pour faire la guerre et qui me raconte l'horreur de la guerre, et un autre qui a refusé de faire la guerre et qui me raconte l'horreur de la prison sous la dictature, puisqu'il a été pris à la frontière. Et en fait, ce monsieur s'appelle Luis Rego. C'est un monsieur d'origine portugaise qui est comédien, qui a fait partie du groupe Les Charlots et qui a joué dans une 60aine de films. Et voilà, donc il m'a reçu gentiment chez lui. C'est gentil. Il m'a raconté son histoire qui est poignante et qui est passionnante. D'accord. Voilà, donc. Mes hommages à ce monsieur, et au plaisir peut-être d'une interview prochainement en ta compagnie. Voilà, en ta compagnie. Je me prendrai comme guide et on fera une version française, une version portugaise, ou peut-être même une version portugaise pour l'occasion. Et donc ce livre sera présenté vendredi prochain, vendredi 9 juin, à la Maison du Portugal à Paris, 7P Boulevard Jourdan, dans le 14e, à la Cité universitaire. J'y serai. Voilà, super. Et voilà, donc après la présentation sera faite par Adelaide Christophe, qui était la coordinatrice de l'enseignement du portugais en France. La présentation sera suivie d'un moment musical avec Dan Inger dos Santos et son musicien Red Mitchell. D'accord, ça sera un plaisir de le rencontrer. Voilà, oui, exactement. Et puis, nous terminerons avec un cocktail qui nous est offert par le traiteur Primeland. D'accord. Alors, comment cet événement a été mis en place? Parce que, voilà, je vais aller directement là, voilà, c'est le 9 juin, donc c'est à Paris. C'est ça. Voilà. Et je te laisse prendre, voilà, tes mains, voilà. Et nous détailler, donc il y aura une présentation du livre. C'est ça. Il y aura la présence de Dan Inger. Oui. Et de son musicien, Red Mitchell. Il va prendre la parole aussi. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà. Et aussi, toi, tu seras présente aussi pour dédicacer ton livre. Est-ce que ta présence était importante quand tu étais invitée? Tu as répondu tout de suite présente? Mais moi je réponds toujours présente quel que soit l'endroit où on m'invite, parce que j'aime beaucoup rencontrer les lecteurs et les gens en général. Donc j'accepte toujours, voilà, pas comme venir ici aujourd'hui dédicacer mes livres. Voilà, en fonction des endroits, le public est différent et c'est ça qui est intéressant. C'est un moment de partage. Ah, complètement. Un moment de partage. Complètement. Je te remercie, tu as tout dit pour, oui, tout à pour fait. Vendredi. Donc c'est vendredi 9, à quelle heure? Vendredi 9 à 19h. À 19h. À la Maison du Portugal à Paris. D'accord. Et l'entrée est libre. Est libre. Bon, on y reviendra tout à l'heure sur les projets futurs. On y reviendra, tu rediras globalement. Donc je te laisse, on revient sur la suite. À tout à l'heure. Merci. Alors là, bonjour, je suis toujours à la boutique, la librairie portugaise et brésilienne, avec Altina et avec Béatrice. Bonjour Béatrice. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Ça va? D'accord. Alors, qui est Béatrice, en 2 mots, professionnellement? Oh mon Dieu, mais... Bien, je suis musicienne, chanteuse, artiste, interprète, harpiste et répertoire de psalterion, de musique ancienne, musique médiévale. Et j'ai écrit un livre qui a pour titre La Rose de Compostelle, et j'aimerais bien trouver un auteur qui puisse me le traduire en portugais. Ah, c'est bien.
Ben, si tu as un message à faire passer, n'hésite pas. Hein. Oh, ben, le message que j'ai à faire passer, c'est un message de paix. Quel message puis-je faire passer là actuellement? Un message de paix, que chacun revienne à l'intérieur de son jardin secret pour rayonner à nouveau le jardin du monde et le jardin cosmique qui seul nous appartient en fait. Ouais, c'est super important. Et de trouver sa liberté en fonction d'un droit qui est réellement commun. Et le message aussi, c'est mais c'est trop facile de dire de quitter les faux débats, ça n'a aucun sens, parce que justement, le sens, c'est de retrouver le sens. Et le seul sens que l'on puisse trouver... Les valeurs. C'est de... je parle du sens, c'est pas la même chose. D'accord. C'est pas la même chose. C'est de revenir à ce qui fait... En fait, je suis la sœur des arbres, voilà. C'est pour ça que je riais tout à l'heure quand vous me disiez qu'est-ce que vous êtes professionnellement. Bon, j'ai été plein de choses. Et c'est vrai que je suis toujours semi-professionnelle de la musique. Et en fait, je suis la sœur des... Parce que j'écris aussi, je suis poète. Et en fait, je suis la sœur des arbres, voilà. Aujourd'hui, c'est mon unique travail maintenant. Voilà, je me suis fait un costume avec un panier et un nid sur la tête, avec une colombe qui pond. Et je fais de la harpe et je distribue mes contes, la mythologie aux enfants. C'est super. Dans les écoles. Et je partage les lectures dans les écoles. Alors en quelle année vous avez commencé à chanter et aussi à écrire? Parce que vos premiers romans sont sortis en quelle année? Oh là là. Les premiers romans. Alors, chanter est une chose, la musique est une chose, le récit en est une autre. Le premier récit réel, il est sorti en janvier 2022. C'est récent. Après, on ne compte pas les années de travail et de préparation pour que... Plus le Covid qui est passé par là. Oui, alors pendant le Covid, j'ai écrit un journal de bord qui m'a permis de tenir le coup. Et lorsque je le lis aujourd'hui, là, je me... Mon Dieu, toi qui prétends le message et la paix, mon Dieu, quelle colère. Donc, en fait, ça m'a permis de trouver mon personnage de sœur des arbres, justement. D'enterrer ma colère dans les racines, voilà, et d'expurger une nouvelle mythologie. En fait, c'est impératif de retourner au conte, à la mythologie, c'est impératif, il n'y a que ça, je pense, et à la musique. Tout à fait. Qui peut sauver l'humanité. Qui peut réunir tout le monde, surtout. Oui. Parce que sauver, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut encore croire à je ne sais pas quoi. Oui, si, il faut y croire, Invoquer la notion d'être sauvé, ça veut dire qu'il faut croire, forcément. Donc, on n'est pas obligé, il y a plein de gens qui ne sont pas obligés de croire. Hein. Donc, il faut rester les pieds sur terre. D'accord. Alors, donc là, le message, c'est s'il y a un auteur, des traducteurs portugais ou espagnols qui seraient intéressés pour faire traduire votre livre, le message à faire passer, quel est le message à faire passer? À vous. Au futur auteur pour le trouver? Voilà. Ou un auteur qui vous regarde, parce que ça va être partagé. Donc quel est le message à faire passer afin de faire traduire votre... afin que la personne soit séduite à l'idée de traduire mon roman, c'est ça? C'est ça. Ah mon Dieu, mais vous me demandez de faire mon... Allez-y, allez-y. Oui, non, mais c'est juste que je ne sais pas faire ça. Eh bien, je ne sais pas. Non, mais je ne peux pas, parce que, en fait, je vais me casser aux yeux. Mais non, je vais dire, mon livre ne correspond pas. Non, mais je ne sais pas de quoi vous dire. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas me défendre, en tout cas, je n'ai jamais su me vendre, donc qu'est-ce qu'il faut dire pour défendre mon livre? Moi, en tout cas, à travers le partage. C'est une histoire absolument extraordinaire et absolument ordinaire à la fois, parce que le prêtre m'a dit, oh pardon, il s'agit d'une apparition quand même, le prêtre m'a dit, oh mais vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde, donc mon histoire est une histoire qui arrive à tout le monde, et si ça arrive à tout le monde, ça arrive à tout le monde. La paix, lisez-le, parce que la paix dans le monde, elle est faite après sa lecture. Hein. Le prêtre, il m'a dit, ah mais ça arrive à tout le monde, mais les gens, ils viennent pas voir un prêtre pour autant. Ah bah si ça arrive à tout le monde, eh ben, venez lire mon livre et on va tous faire la paix. Voilà. Illico presto, on lit le livre, on fait une conférence et on organise la paix mondiale et elle est là tout de suite.
Exactement. Voilà, ça, j'en suis sûre. Donc vous croyez en la paix alors? Ah oui, j'y crois. S'il n'y a pas de Dieu et tout ça, non, mais la paix, j'y crois. Et Altina? Je la mets à couper, là. C'est mon djihad. Voilà. Altina, est-ce que tu crois en la paix? Djihad. Ah bah je la souhaite. Ouais. C'est important pour toi? Ah bah oui, bien sûr, c'est important pour tout le monde. Hein. D'accord. Donc, tu connaissais Béatrice? Et non, j'ai eu le plaisir de la rencontrer ici à la librairie portugaise et brésilienne. En fait, c'est ce que j'aime lorsque je présente mes ouvrages, c'est de faire des rencontres avec les personnes. Des belles personnes, oui. Je peux intervenir? Oui, vas-y. Comment ça, vous ne me connaissiez pas? C'est l'animal d'âme qui nous a conduits d'âme à âme. C'est l'animal qui est là. C'est l'animal qui est là. En tout cas, ça fait plaisir. En tout cas, une belle rencontre. Et donc, vous êtes de quelle origine? Oui, alors justement, oui, je suis d'origine portugaise. D'accord. Alors, un petit mot portugais pour nos internautes d'origine portugaise. Então que todos sejam abençoados e que todos os homens, as mulheres, os pequenos venham nessa livraria comment on dit para conhecer, je sais pas si c'est pas comme ça, para conhecer para conhecer os segredos, as belezas e todas as coisas que são aqui a découvrir. Alors, les remerciements, le mot de la fin et les projets futurs. Donc déjà, les projets futurs, les remerciements et le mot de la fin. À toi. Alors, Projet Futur, c'est une nouvelle que j'ai déjà traduite en espagnol d'un auteur du 19e siècle espagnol qui s'appelle Strictement Inconnu, Narciso Sáenz. Qui raconte une histoire de deux jeunes gens amoureux l'un de l'autre et c'est tout un voyage, c'est le voyage d'une petite âme en fait qui va découvrir que la plus grande richesse au monde, la petite âme elle cherche la possibilité d'entrer au paradis. D'accord. Non, ça va être trop long là. Et je vais vous raconter le livre, donc ça fait alors le mot de la fin, Le mot de la fin c'est merci à vous. Pas de souci. Merci pour ce bel instant au sein du festival de Salon du Livre là ici. Merci pour le 5e et merci. D'accord, ben, je te remercie Béatrice et je laisse le mot de la fin à Altina. Alors quand tu vois une boule d'énergie comme ça, vraiment, et c'est vraiment le hasard. Alors, alors tes impressions sur cette rencontre déjà et Béatrice et les conseils d'une professionnelle à Béatrice. Ah oui, mais en fait moi je suis ravie de l'avoir rencontrée. En portugais. Oh là, ça va être plus compliqué. Voilà, en français. Je suis ravie de l'avoir rencontrée et en fait je ne suis pas étonnée parce que régulièrement quand je participe à des salons du livre ou à des séances de dédicaces, j'ai toujours la chance de faire de très belles rencontres et madame en fait partie quoi. Et je pense que j'aime beaucoup les choses. Et, comment dire, c'est... Ouais, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça aussi la magie de l'art. Parce que, est-ce que l'art, j'ai une question pour toi tout à l'heure, la même question, est-ce que l'art c'est de la magie pour toi? Est-ce que l'art produit de la magie? L'art, les rencontres. Oui, la magie de la rencontre, oui. Ben voilà. voilà. Et Béatrice, est-ce que l'art produit de la magie pour toi, selon toi? Alors, moi, je pense que normalement, tout produit de la magie, à condition d'y mettre le cœur, la volonté, le travail, d'organiser les choses pour que la magie arrive. Et puis ensuite, tout dépend de ce qu'on appelle magie. Bon, moi, bien entendu, l'art produit de la magie, mais en fait, c'est même pas que l'art produit de la magie. Normalement, l'art, c'est la création même. Donc, la création même, à mon sens, c'est magique. Parce que ça obéit à la géométrie sacrée, qui est magique, complètement. Il y a tellement, l'univers est infini, c'est magique. Tout est mystérieux, du premier pas que tu fais d'être humain jusqu'à... Enfin, tout est mystérieux jusqu'à la fin, à condition que tu y mettes le minimum de mystère, de questionnement,
qui fait que du coup c'est magique. Si tu es blasé, si on est triste, c'est fini, il n'y a plus de magie. Si on est écrasé, je ne sais pas comment expliquer. Oui, bien sûr, l'art c'est magique, ça procède de la magie même. Non, la question c'était en 2 mots, est-ce que l'art produit de la magie? C'était ça la question. Est-ce que l'art produit? Voilà. Mais là, tu as une, comment dire, une actrice de l'art qui expose en plein soleil et après, ben, t'es passé et tu as produit cette alchimie, cette beauté et comme quoi une professionnelle, une amatrice, entre guillemets, parce que tu as déjà sorti des bouquins, tu as juste dit un mot et voilà. Et là, on va finir sur cette belle image. Donc, Altina. Je suis semi-professionnelle de la musique et puis j'ai été semi-professionnelle. Mais ça viendra. Du théâtre quand même. Ça viendra. T'inquiète. En tout cas, merci pour ton accord pour cette petite interview que je t'enverrai ultérieurement. Et Altina, merci d'avoir posé à côté de Béatrice. Merci. Et on se dit à bientôt. À bientôt. Voilà, on vous laisse sur cette belle image. Voilà, sur cette belle image. Alors Altina, on arrive sur la fin, les remerciements, le mot de la fin d'Altina et les projets futurs. Donc déjà les projets futurs, le remerciement et le mot de la fin. Projet futur, eh bien, j'ai un livre en préparation qui sera une fiction. D'accord. Qui devrait sortir dans quelques mois, peut-être l'année prochaine. On va prendre notre temps. Ouais. Et puis, parce que bon, la promotion en ce moment du dernier livre me prend beaucoup de temps, mais c'est avec plaisir. Voilà, donc je tenais à remercier la librairie portugaise et brésilienne de nous avoir accueillis. On les remercie aussi. Voilà, et de nous avoir offert ce bel espace ensoleillé. Et puis, eh bien, j'espère rencontrer, vous retrouver le 9 juin, donc vendredi prochain, à la Maison du Portugal à Paris, cité universitaire, 7P boulevard Jourdan, pour la présentation de mon dernier livre, Dona Zezinha, Vida Singular de uma Professora. D'accord. Voilà, qui sera donc présenté par Adelaide Cristóvão, qui fut la coordinatrice de l'enseignement du portugais en France, qui sera clôturée en musique par Dan Inger dos Santos et son guitariste Wade Mitchell. Et puis nous terminerons autour d'un cocktail. Voilà, donc l'entrée est libre. Le cocktail nous a été offert par Primland, un traiteur. Et voilà, donc l'entrée est libre. Venez, ça sera avec plaisir que je pourrai vous rencontrer, vous dédicacer mon dernier livre et le précédent également. D'accord. Et les remerciements en langue portugaise, les remerciements global. Queria agradecer à Livraria Portuguesa e Brasileira pelo acolhimento e pelo espaço que nos reservou aqui no centro de Paris e num sítio com muito sol e um grande prazer estar aqui. Obrigada. Obrigado. Voilà, je suis pas fort, je suis pas calé, mais je vais m'y mettre. Obrigado. Obrigado. Alors en fait, les hommes disent obrigado, et les femmes, ça s'accorde avec la personne qui parle. D'accord. Parce qu'en fait, obrigado, ça veut dire obligé. Obligé, d'accord. Quand je dis que moi je suis obligé, c'est féminin. Et si tu dis que tu es obligé, tu es masculin. Donc le masculin, c'est obrigado. Et le féminin, c'est obrigada. Obrigada, voilà, d'accord. D'accord, merci pour ce petit cours. Merci. Et merci pour cette belle interview. Merci, et je te souhaite plein de bonnes choses. Merci. Et merci à tes amis. Et aussi merci à la librairie portugaise et brésilienne. À bientôt. Bye bye. Alors, ton avis sur Interview Art par Clément Chris? Eh bien, ça a été un plaisir
de répondre à tes questions et de partager ce moment avec toi et avec les personnes qui vont regarder tes vidéos. Et la tienne aussi, parce que c'est la tienne aussi, hein, c'est la tienne aussi. Oui, oui. Donc, merci pour ton accord, et merci aussi pour l'invitation aussi, qui est ouverte à tout le monde, je précise, parce que quand on dit une invitation, c'est l'invitation prend tout son sens. Hein. Ah bah oui, voilà. Donc je te remercie. C'est une belle après-midi et je resterai avec toi jusqu'à la fin. Donc merci pour cet éloge. Merci. Et on se retrouve très prochainement pour une deuxième interview. Prochainement. Très bien, entendu. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Merci.